Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, la mort d'un grand champion, Jacques Anquetil nous a quittés ce matin, il avait 53 ans. Anquetil adorait les défis, la provocation, les exploits. Jusqu'au bout, il a fait preuve de courage et de lucidité. Les dirigeants des partis politiques invités par Jacques Chirac pour réfléchir à la question du financement de leurs organisations, tous ont répondu favorablement. Déficit commercial de la France, 4,9 milliards de francs en octobre. L'augmentation des importations face au tassement des exportations explique ce mauvais chiffre. 3 juges et non plus un seul pour décider de la mise en détention préventive. La réforme Chalandon adoptée en Conseil des ministres sera appliquée en 89 si elle est votée par le Parlement. Arrivé en France du vice-président éthiopien, son pays, victime de la sécheresse, est à nouveau menacé par une grave famine. Les secours arrivent difficilement. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. La mort de Jacques Anquetil, les pleurs de Raymond Poulidor. Avant de partir aux Antilles, où il est actuellement en voyage, Raymond Poulidor avait passé un petit coup de fil à son ancien rival et ami pour prendre de ses nouvelles. Anquetil lui avait simplement répondu « Je souffre et c'est encore plus dur que dans le Puy-de-Dôme en 1964 ». Réflexion terrible, surtout quand on a encore en tête la force de certaines images. Jean Mamère. S'il reste une image du Tour de France, nul doute que ce sera celle du Puy-de-Dôme, le jour où s'est joué le Tour de France 1964. Les deux hommes sont au coude à coude, au bord de l'épuisement. Jacques Anquetil, maillot jaune dans un jour sans, repousse l'échéance jusqu'au bout de ses forces. Poulidor, dans les derniers mètres, le lâche, mais pas suffisamment pour prendre la tête du classement général. À l'arrivée, 14 secondes séparent les deux hommes et divisent définitivement la France en deux. C'est très difficile, dans des circonstances aussi pénibles, de parler au passé d'un champion aussi exceptionnel que Jacques Anquetil. Comme tout le monde le sait, nous avons divisé la France en deux. Il y avait 50% d'anquilistes, 50% de Poulidor. Mais je crois qu'on a surtout servi la cause du cyclisme et ça fait énormément de bien pour le développement du cyclisme en France et au-delà. Je crois que Jacques Anquetil représente le cyclisme, représente énormément dans le cyclisme. On garde en souvenir de lui surtout ses 5 victoires dans le Tour de France et son fabuleux doublé qu'il avait réussi à la suite d'un Dauphiné libéré Bordeaux-Paris. Oui, et toute la vie de Jacques Anquetil est à l'image de son duel avec Raymond Poulidor. Anquetil, c'était le courage allié à la lucidité. Très tôt, il avait fort bien compris qu'il fallait économiser ses efforts et surtout ne pas se disperser. L'opinion publique ne l'avait pas toujours très bien compris, Jean-Paul Hélivier. C'est exact, puisque en vérité, si l'on a de lui cette image, elle est un peu simpliste. Car lorsque les organisateurs du Tour de France cycliste ont décidé pour précisément barrer la route à Jacques Anquetil, qui gagnait au millimètre, comme l'on dit, ou à la seconde près, eh bien lorsque ces organisateurs du Tour de France ont décidé de faire un Tour de France montagneux, en évitant les étapes contre la montre, ou en tout cas en les réduisant, eh bien Jacques Anquetil a quand même gagné, puisqu'il avait battu Bahamontes. Nous le voyons ici, contre le facteur temps. Lorsqu'il a paru soudain, tout ce que le cyclisme comptait de grand devint ridiculement petit. Son style touchait à la perfection. Il donnait envie de pédaler, partait à la conquête du temps par des moyennes fantastiques, comme on part pour une partie de campagne. Le public regardait, admirait, mais restait incrédule. On préférait Poulidor parce que cet aigle baissait la tête, alors que lui, Anquetil, orgueilleux mais peu ambitieux, passait le buste haut, en défiant l'équilibre et la raison. Le public ne trouvait pas en lui le défaut dans la cuirasse qui eût pu lui donner une touche humaine. Il semblait froid comme une statue antique. Homme de défi, il avançait là où les autres reculaient. Car Jacques Anquetil aimait le jeu, il aimait les paris fous, il brûlait la vie. Il lui fallut toujours, dans la conquête du temps, selon Jean Cocteau, du feu et des diamants.
Et en plus, vous avez vu quelle élégance sur le vélo. Dans la vie comme sur la route, Anquetil a fait preuve d'une force de caractère extraordinaire. Vous pouvez en témoigner à travers du vécu, à travers des anecdotes. Vous le connaissiez très bien, Jacques. Oui, vous savez, c'est vrai que vous aviez raison de le souligner, il était l'homme des défis. Mais il était l'homme des défis partout. Je crois qu'à la fin du XXe siècle, quand on désignera peut-être 10 hommes parmi les plus grands, les plus exceptionnels, il faudra citer Anquetil. Parce qu'il défiait tout. Il défiait les grands sur la route, il défiait les grands contre la montre, il défiait les grands au sprint, il défiait les grands en montagne. Et puis dans la vie, il était fantastique, vous savez. On lui signalait un buveur, un jour, un buveur invétéré. Eh bien, il disait, bah, celui-là, je vais le battre. Il le prenait, et puis la nuit durant, il le battait. Il battait les meilleurs buveurs dans leurs propres estaminets, il battait les plus gros mangeurs dans leurs propres auberges. Il était exceptionnel en tout. Et peut-être par là a-t-il fait son propre malheur, mais je crois que c'était un être fait pour être exceptionnel. La dernière ligne droite de Jacques Anquetil, quelque part en Normandie, avec Bruno Gex. Il s'est éteint en 3 minutes, tranquillement, paisiblement. Je sais pas, sans souffrance, ça a été une mort très douce et puis je préfère. C'était très bien comme ça. Il avait de l'espoir encore hier et il s'est battu peut-être même mieux que la moyenne des cancéreux, qui sont déjà des gens très, très courageux en règle générale. Mais lui a fait preuve d'une détermination, faisant pas de doute. Enfin, c'est un grand champion qui se battait là, c'est évident. Il avait toujours une attitude, même dans les moments où, disons, il avait le moral qui flanchait un peu, il se raccrochait toujours. Enfin, de toute façon, il s'est montré sportif jusqu'au bout. Hein. Évidemment, quand on rencontre des gens comme ça, on pourrait croire que c'est des gens intouchables, et puis en fait, c'est pas vrai. Hein. Moi, je vous dis, pour moi, c'était un ami. Hein. Rarement la disparition d'un grand champion aura suscité autant de réactions. Pour François Mitterrand, la France a perdu l'un de ses fils les plus remarquables. Dès ce matin, le Premier ministre Jacques Chirac avait affirmé, je cite ses propos, « Anquetil restera un grand modèle pour la France ». Beaucoup de télégrammes, vous l'avez vu, une émotion à peine contenue dans tous ces télégrammes, et des amis qui avaient du mal à trouver les mots ce matin. Bon, on ne réalise pas immédiatement, on ne le croit pas. Et je crois que c'est à cela qu'on mesure l'affection que l'on pouvait porter envers quelqu'un qui tout à coup ne sera plus là. Je ne me fais pas l'idée d'une course cycliste maintenant sans Jacques Anquetil. J'ai du mal. Pendant 10 ans, nous avons été jeunes hommes ensemble, copains, amis. Nous étions dans les bons et dans les meilleurs moments, nous étions toujours ensemble. Et pour moi, c'est une page qui est en train de tourner. Et vraiment, j'en suis très ému. Je perds vraiment un grand ami, le copain. Je suis triste, c'est sûr, parce que j'ai quand même des liens un peu particuliers avec. Je suis le parrain de son fils et tout ça, ça me touche. On a l'impression qu'on perd quelqu'un de sa famille parce qu'il était tellement connu. Puis en plus, comme j'aime bien le vélo, Jacques Anquetil, je connaissais très bien. Depuis ses débuts. Je suis venu quand même faire du vélo aujourd'hui. Vous n'aviez pas envie? En pensant à lui, oui. Vous n'aviez pas envie de venir? Pas tellement, puis je me suis dit, il fait beau. Vous savez, j'écoutais justement le Requiem de Mozart, vous voyez, ce matin, dans mes écouteurs. C'est un petit hommage que je lui rends comme ça. Je me sentis bien. Mais enfin, on lui dit au revoir, hein. Les obsèques du grand champion Jacques Anquetil auront lieu vendredi prochain dans la région rouennaise. Nos confrères de l'équipe et du sport publient bien sûr des numéros tout à fait exceptionnels. On va montrer la Morasse en avant-première. Oui, le sport, adieu Jacques. Et en ce qui concerne l'équipe, la fin d'un géant, on le présente avec donc Louison Bobet en équipe de France en 1958. Il l'a fait aussi en 59. Et puis avec son fils Christopher, son fils de 18 mois.
Merci. Voyons rapidement les autres faits marquants de l'actualité en commençant par la politique. À l'Assemblée, nouvelle passe d'armes, majorité opposition autour du financement des partis politiques. Mais le fait nouveau nous arrive en droite ligne de Matignon. On vient d'apprendre que Jacques Chirac invitait les chefs des partis à se réunir afin d'arrêter une procédure. L'information sera publiée demain chez nos confrères du Figaro. Déjà une première réaction, celle de Lionel Jospin. Lionel Jospin est tout à fait prêt à répondre à cette offre, comme les autres d'ailleurs. Nous, notre objectif, c'est pas qu'on noie le poisson, c'est qu'on arrive à quelque chose avant l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'un consensus se dégage, ou qu'une majorité se dégage sur un ou des projets concernant soit le financement des partis politiques, soit en tout cas, et à court terme, le contrôle et la limitation des dépenses pour la campagne présidentielle, justement. Si c'est ça l'intention des partis de la majorité, alors nous sommes prêts. Le Premier ministre va essayer, entre les différents partis, de dégager un consensus. Et donc l'objet de la table ronde, c'est de voir à quelles conditions peut exister ce consensus. Nous allons venir, l'esprit ouvert et constructif. Nous avons demandé depuis longtemps qu'il y ait cette réforme. Sans être dupe de la mascarade organisée par M. Chirac, nous nous rendrons, Jean-Marie Le Pen se rendra à son invitation. Nous sommes prêts à participer à cette réunion et nous y ferons valoir nos propositions, c'est-à-dire la reconnaissance du fondement démocratique de l'existence des partis. Deuxièmement, le refus du financement des partis par l'État. Troisièmement, nous considérons qu'il faut aider financièrement les candidats dans leur campagne électorale. Voilà, le président François Mitterrand considère que les 3 mois qui précèdent l'ouverture réelle de la campagne présidentielle sont suffisants pour permettre au Parlement d'adopter une loi sur le financement des partis et des campagnes électorales. Il l'a redit tout à l'heure devant les préfets qui étaient réunis à l'Élysée. Je vous propose d'écouter très vite une autre réaction, celle de Jean Le Canuet. Elle vient de nous parvenir. Bien entendu que je me rendrai à son invitation. Cette invitation est d'ailleurs dans la ligne de notre entretien d'hier à Matignon. Elle présente l'avantage de reprendre l'initiative et de faire apparaître que le comportement du président de la République était une tentative qui va disparaître du fait de l'initiative du gouvernement pour faire oublier que le parti qui a sa préférence, le Parti socialiste, est quelque peu exposé aux critiques sur le financement des partis. Mais sur ce point que la justice... Voilà, c'était donc Jean Le Canuet, une réaction qui vient de nous parvenir. Paul Amar, l'initiative de Jacques Chirac après celle du chef de l'État, François Mitterrand, est-ce que c'est réellement une surprise? Une demi-surprise. L'initiative de Jacques Chirac est en fait destinée à effacer l'impression provoquée hier par l'attitude de la majorité. Elle a, c'est vrai, donné le sentiment de traîner les pieds et de ne pas vouloir adopter une loi sur le financement des partis avant l'élection présidentielle. Elle était en fait irritée par la contre-offensive de François Mitterrand qui a fait mouche et il n'était pas question pour elle d'obtempérer sur le champ et d'exaucer le vœu présidentiel. Mais les Français ont perçu davantage l'embarras que l'irritation. Et le Premier ministre, sans doute conscient de l'effet néfaste d'une telle attitude, a voulu le corriger aujourd'hui en reprenant à son tour l'initiative. L'élection présidentielle s'annonce comme une belle guerre de mouvements. Il invite donc, vous l'avez dit, les chefs de parti à se réunir avec lui. Et il souhaite la conclusion d'un accord sur cette question délicate. On a envie de dire chiche. Cela fait des années que les hommes politiques promettent de dire d'où vient l'argent. Cela fait des années qu'ils promettent un vrai contrôle de leur financement. Mais c'est sans doute la promesse la moins tenue en France. Cette arlésienne faisait en quelque sorte l'objet d'un consensus entre tous les partis. Mais cette fois, la classe politique a semble-t-il compris qu'elle ne pouvait plus jouer avec le feu. Elle ne peut pas dénoncer les scandales, c'est-à-dire les détournements de fonds publics à des fins électorales, et ne rien faire pour les éviter. C'est une contradiction que l'opinion publique condamne aujourd'hui. C'est une contradiction que les candidats à l'élection présidentielle devront résoudre avant d'entamer leur ronde électorale à grands frais. À quels frais ?
Merci. Un mauvais chiffre, 4,9 milliards de francs en octobre, c'est le déficit du commerce extérieur. Au dire des spécialistes, l'aggravation provient d'une baisse des exportations de l'ordre de 0,9% et d'une augmentation des importations de 2,3%. Depuis le début de l'année, le déficit atteint 31,2 milliards de francs, un chiffre qui est jugé préoccupant par Jacques Chirac. Édouard Balladur, plus nuancé, parle de résultats moins satisfaisants que prévu. Michel Noir, le ministre de tutelle du commerce extérieur, déclare « Gardons le moral et achetons français ». Mauvais chiffre pour le commerce extérieur, ça c'est le constat. Pour mieux vous faire comprendre ce chiffre, nous allons paradoxalement nous arrêter sur le cas d'une entreprise qui réalise, tenez-vous bien, 100% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Cas unique, mais pas spécialement réconfortant pour nos couleurs. Reportage de Jean-Pierre Métivet et Bernie Mériot. Pour voir cette machine révolutionnaire, on vient du monde entier. Cette fois, les visiteurs sont japonais, mais pas une semaine sans que des industriels américains, suédois ou coréens ne viennent dans cette petite entreprise de Grenoble. Attention, photographie interdite. On a même dissimulé les éléments sensibles de la machine sous des caches. Le PDG est méfiant, un client potentiel peut parfois cacher quelqu'un d'autre. Quand nous savons que nous risquons d'avoir des copieurs éventuels, il nous arrive de monter sur nos machines certains équipements sur lesquels nous avons eu des petits problèmes. Comme ça, nous nous disons, ben, s'ils veulent nous copier, on leur fait un petit cadeau, quoi. Le secret de cette machine révolutionnaire, ces minuscules jets d'eau qui sont autant de véritables aiguilles pour assembler les matières synthétiques, les non tissées. Une technique qui permet de créer de nouveaux produits. Depuis 1983, ces machines ont toutes été vendues à l'étranger. En RFA, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et rien en France. L'entreprise vient tout juste de fêter son premier client français. Presque un tour de force, selon le PDG. Je pense que si sur notre matériel il était écrit Made in un autre pays, je dirais Germanie ou Switzerland, par exemple, je pense qu'il serait beaucoup plus facile de le vendre en France. Oui, je crois qu'on n'est pas très nationaliste. L'entreprise ne rédige même plus sa documentation en français, seulement anglais et japonais. Inquiétant, sur ce marché, les Français seront finalement les derniers à s'équiper d'une technique d'avant-garde. Un cas révélateur du retard à l'investissement en France, cette année seulement, nous rattraperons le niveau d'investissement de 1980. Mais l'écart avec nos concurrents étrangers, lui, n'aura pas été rattrapé. Le projet de réforme de l'instruction, cher au garde des Sceaux, M. Albin Chalandon, a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Le texte réforme la procédure qui est actuellement en vigueur. En deux mots, disons que le juge d'instruction garde la conduite de l'information judiciaire, mais qu'il est dessaisi de ses prérogatives en matière de détention provisoire au profit de 3 juges. Explications et réactions avec Jérôme Camilly. Désormais, si la loi est votée, le juge d'instruction qui s'interroge sur un éventuel placement en détention provisoire fera appel à 3 de ses confrères. 3 juges qui n'ont pas instruit le dossier. 3 juges qui auront 3 jours pour se réunir. Mais dans la réalité, la loi est-elle applicable ? Ce projet de loi est à la fois pervers et inapplicable. Il est pervers car chaque année, les tribunaux correctionnels déjà surchargés devront statuer dans 55 000 affaires de plus. Il est également inapplicable dans des petites juridictions comme celle dont on avait beaucoup parlé il y a quelques années, Hasbrook, où il n'y a que 3 juges dans ce tribunal. Lorsque ces 3 juges auront statué pour délivrer un mandat de dépôt, il n'y aura plus un seul juge pour juger l'affaire au fond quelques mois plus tard en correctionnel. Les juges qui ont le sentiment d'être visés depuis quelque temps réagissent avec fermeté. Première réaction, aucune concertation. Nous avons demandé la communication du texte pour faire valoir nos observations, on nous l'a refusé. Deuxième observation, il existe déjà un texte de loi qui a été voté à l'unanimité par le Parlement et qu'il devrait rentrer en application en janvier 88. Le garde des Sceaux a dit qu'il ne serait pas mis en application parce qu'il doit être trop coûteux en personnel. Son texte est aussi coûteux en personnel. Pourquoi ne veut-il pas appliquer le texte de loi qui existe déjà? Sans doute parce qu'il s'appelle loi Badinter. Si les dispositions Chalandon étaient votées, elles entreraient en vigueur dans moins de 2 ans, en mars 89. L'étranger en bref, le raid iranien contre un hôpital au nord-est de l'Irak a fait 9 morts et 64 blessés. Le porte-parole de l'agence irakienne d'information a estimé que le bombardement de l'établissement était délibéré et il a demandé à l'opinion publique internationale de dénoncer ce crime. En images, voyons les autres télégrammes de l'étranger avec Isabelle Staes. Le scandale de l'Iron Gate avec la publication aujourd'hui du rapport du Congrès américain
Ronald Reagan accusé de négligence mais pas d'acte illégal compromettant son mandat. Le président américain n'a pas fait respecter la loi, mais rien ne permet d'affirmer qu'il était au courant des ventes d'armes américaines à l'Iran. 100 000 Grecs dans la rue, Athènes commémore la révolte étudiante contre les militaires. Elle avait fait 44 morts en novembre 1973. Les manifestants ont accusé les États-Unis d'être le principal instigateur de la dictature. 5 personnes ont été blessées. Le rapt de Mélodie, l'ultimatum a pris fin hier soir. Les ravisseurs ont baissé la rançon à 5 millions de dollars au lieu de 13. Depuis, aucune nouvelle. On s'interroge aujourd'hui sur le passé du père de Mélodie, le milliardaire Nakachian. Un quotidien espagnol l'accuse d'être un ancien proxénète. Le vice-président de la République d'Éthiopie, Fiseka Desta, a été reçu tout à l'heure au Palais de l'Élysée à Paris. Au cours de son entretien avec François Mitterrand, il a longuement évoqué la situation dramatique de son pays. Sur place, il faut agir vite et on a souvent reproché à l'Éthiopie de cacher sa misère. Maintenant, il semble bien que cette image soit un peu dépassée. Dominique Torres et l'une de nos équipes témoignent sur le terrain. Voici les premiers secours qui arrivent au port de Massawa, au nord de l'Éthiopie. Première aide internationale après 6 mois de silence, d'un silence réprobateur. Victime à la fois de certaines erreurs, mais aussi d'une campagne de presse négative, l'Éthiopie est le pays d'Afrique qui reçoit le moins d'aide, 9 $ par personne et par an, pour 20 $ pour la moyenne de l'Afrique. Tirant la leçon des maladresses passées, l'Éthiopie semble bien décidée aujourd'hui à prendre les devants afin de ne plus se retrouver devant la situation catastrophique d'il y a 4 ans. Comme vous pouvez le voir, la nourriture a commencé à arriver. Nous sommes prêts, sur le plan logistique, à démarrer les opérations dès que d'autres vivres nous parviendront. Des camions remis en état, 800 hangars prévus, une logistique établie. Toutefois, l'insuffisance du réseau routier et l'isolement des villages poseront forcément de sérieux problèmes d'acheminement. Il faut compter 4 mois pour faire parvenir l'aide internationale. Une aide absolument nécessaire, même si le pays s'organise pour faire face à la sécheresse, comme ici à Asmara, la capitale de l'Érythrée, où des camions citernes apportent l'eau aux habitants de la ville et de ses environs. Les experts internationaux sont formels. La famine qui va s'abattre sur l'Éthiopie pourrait dépasser en horreur la précédente. 950 000 tonnes de céréales sont nécessaires. Il faut agir vite. Voilà, tout à l'heure, François Mitterrand a assuré le vice-président éthiopien d'une aide française. La France livrera 8 000 tonnes de céréales dans les jours qui viennent, en plus de l'effort consenti par la CE. 85% des Français favorables à l'euthanasie, c'est un sondage Sofres qui le révèle aujourd'hui dans les colonnes de notre confrère François. À la question « Souhaitez-vous être aidé à mourir en cas de maladie incurable ?», 58% des Français répondent oui, certainement, 21% oui, probablement, 13% non. Sondage et réaction avec Daniel Duigou. La mort n'est plus un sujet tabou. C'est ce qu'indique la très forte majorité pour l'euthanasie et surtout la très grande cohérence des réponses des Français au sondage, quel que soit l'âge ou le sexe, les convictions politiques ou religieuses. Comment mourir? 63% des Français sont pour l'euthanasie active, c'est-à-dire pour la prise d'un médicament. 27% sont pour l'euthanasie passive, c'est-à-dire en fait contre l'acharnement thérapeutique dans le cas de souffrances atroces, sans espoir de guérison. Qui doit prendre la décision? Les avis sont plus partagés. Pour 46% des Français, c'est au médecin de prendre la décision. Pour 37%, c'est au malade lui-même. Mais dans le cas où le malade est dans l'incapacité de décider, 79% des Français estiment qu'il faut suivre sa volonté, exprimée par écrit avant la maladie. 15% s'y opposent parce que le malade n'est plus en mesure de confirmer sa décision. Du côté des associations qui sont pour l'euthanasie, on se félicite bien sûr du sondage. Nous vivons dans un environnement, évidemment, judéo-chrétien. Longtemps, les prêtres ont régné sur la mort. Longtemps après, ce sont les médecins qui ont régné sur la mort. Aujourd'hui, l'homme qui a le souci de conquérir de nouveaux espaces de liberté prend en compte pleinement responsable sa propre mort. Mais du côté des associations qui sont contre l'euthanasie, on rappelle qu'il existe des moyens de mourir sans souffrir. La veille, un malade peut souffrir et demander qu'on mette fin à sa vie. Le lendemain, s'il ne souffre plus, il n'a plus du tout les mêmes idées. C'est une chose de réfléchir à froid sur la mort, c'en est une autre
de prendre la décision au moment venu. Ce n'est plus alors une histoire de sondage ni de loi, mais un choix personnel. L'actualité sportive en deux mots, Jean Mamère. On joue au football en ce moment au Parc des Princes. On va tout de suite voir les images derrière nous. Ça donne quoi? On joue contre la RDA. Eh bien pour l'instant, il y a 0-0 entre les deux équipes, la France et la RDA. Vous découvrez ici Joël Batz, le gardien de l'équipe de France. Les Français jouent en bleu et les Allemands de l'Est jouent en blanc. Domination pour l'instant des Français, même s'ils n'ont pas concrétisé. Cependant, la plus chaude action est à mettre à leur actif avec un tir de Bellone de 25 mètres sur le poteau gauche du gardien Müller, l'Allemand de l'Est, sur un coup franc d'Amoros. Pour l'instant, les Français dominent, mais ont du mal à vraiment bien organiser leur jeu. Il faut dire qu'ils se heurtent à une défense est-allemande assez fermée. Et je rappelle que le match aller s'était soldé par un match nul 0-0 entre les deux équipes. Même si ce match n'a pas une grande importance ce soir, il serait tout de même bon pour les Français d'inscrire une victoire. C'est bon pour le moral. Malheureusement, sur ce nouveau coup franc français, c'est le 3e. Pas de concrétisation de but. Voilà, 0-0, nous jouons depuis 26 minutes maintenant. Images, résultats et commentaires dans le journal de 23h30 avec Aubry Edler. On enchaîne avec les pronostics du quartet en cours demain à Vincennes, dans le Prix de l'Orne. Est-ce qu'il y a toujours aussi peu de chevaux au départ? Non, justement, si à Auteuil on pleure le manque de partants, bien à Vincennes c'est tout le contraire. Ouais. On est obligé de dédoubler les courses tellement il y a de chevaux. 19 chevaux demain vont courir dans le quartet à Vincennes, dans le Prix de l'Orne, sur une distance de 2300 mètres. Ces trotteurs sont vraiment très connus des turfistes, ce sont toujours les mêmes qu'on voit dans ce style d'épreuve, donc la course promet d'être très ouverte. Alors attention, il y aura sûrement un ou deux outsiders qui se glisseront à l'arrivée, et justement c'est ce que j'ai essayé de trouver dans le pronostic que je vous propose maintenant. Avec en tête Quirinus d'Esquet le numéro 5, suivi de Camaria le 10, Cassida Dupont le 19, Kilonat le 14, Kestia Mazuri le 3, Kizito le 13, Quinte de Vry le 15 et pour terminer Catarin le numéro 16. 5, 10, 19, 14, 3, 13, 15 et 16. Parfait. La météo, Laurent, ça se gâte malheureusement. Oui, effectivement, ça se gâte par le nord car nous changeons de régime. En fait, nous avions un anticyclone et je vous en parle depuis longtemps. Cet anticyclone est en train de s'affaiblir, de s'affaisser sur le nord de la France. C'est pourquoi demain, dès demain après-midi, nous aurons quelques nuages et même des pluies sur certaines régions que je vais vous indiquer ici, comme la Haute-Normandie, le nord et la Picardie, dans toutes ces contrées, donc des ondées. Et puis nous aurons ensuite un dégradé nuageux au fur et à mesure que nous descendrons vers le midi de la France avec un large soleil quand même, puisque l'anticyclone sera encore là, un large soleil sur les régions méridionales. Les températures pour demain, elles faiblissent, elles commencent à chuter, et elles vont chuter encore plus après-demain, mais enfin dès demain, 10 à 15 degrés sur les régions de la moitié nord de la France, et nous irons de 12 à 20 degrés sur la moitié sud. Je laisse observer ces températures en vous indiquant qu'il y aura des gelées demain matin à Clermont-Ferrand, Toulouse, Limoges et Bordeaux. Et puis aujourd'hui, le ciel s'est voilé sur une petite commune de la Creuse. Cette commune s'appelle Le Champion. Le soleil a incliné ses rayons sur Le Champion. Un soleil qui demain se lèvera quand même à 8h06 et se couchera à 17h05. Nous fêterons les Tanguy, mais aussi l'arrivée du Beaujolais nouveau. Ça aussi c'est important. Prochain rendez-vous d'information 23h30 avec Aubry Edler. Demain dès 6h45, n'oubliez pas Télématin avec Catherine Sellac, Roger Zabel et Marc Hautement. À 7h45, Monsieur Jox, Pierre Jox, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, sera l'invité des 4 vérités. Merci de votre fidélité et à demain 20h. Bonsoir.